à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver en cette première semaine de janvier 2026. On est le 6 janvier, plus précisément, il est 8 heures tapantes et nous sommes au rendez-vous pour vous accompagner pour un bon réveil. Alors réveillez-vous, un bon café devant vous et on va vous accompagner jusqu'à 9h30. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de la station régionale d'Oran vous dit bonjour et bonne année à vous, surtout à notre communauté algérienne qui se trouve à l'étranger et à l'extérieur du pays. Eh bien, on va commencer notre feuille de route en cette matinée, bien sûr, avec la rubrique santé qui sera animée avec le professeur Naïma Bab Ahmed. Alors aujourd'hui, il sera question de parler d'un problème de santé publique. C'est le canal carpien. Après, vous allez savoir pourquoi je vous ai montré ma main, en fait. Et bien sûr, la nutrition et la différence entre la faim réelle et la faim émotionnelle. On verra cela avec Friel Merzour. L'invité de la matinale, un écrivain et pas des moindres, un chercheur, un professeur à l'ENPO justement. Alors c'est Selim Hamad qui viendra présenter son ouvrage. Bien sûr, on parlera de la Fédération algérienne du Matareg. Aujourd'hui, il sera question de parler d'un sport, on va dire, on l'a puisé du terroir, des traditions et coutumes. Donc, le Matareg, il sera question de parler de ce Matareg tout à l'heure avec nos invités. Dernière ligne droite, l'équipe nationale à l'honneur en cette matinée de Bonjour d'Algérie, puisqu'on va recevoir deux invités, pas des moindres, puisque nous aurons avec nous l'ex-international joueur et bien sûr entraîneur Omar Belatoui sera présent avec nous, accompagné d'un grand monsieur, un ex-arbitre international lui aussi. Ça sera Mohamed Hansal qui seront présents avec nous et qui nous parleront un petit peu sur le match d'hier et ce qui attend l'Algérie face au Nigeria au quart de finale. Voilà tout pour cette matinée, mais avant de commencer bien sûr notre feuille de route, notre rencontre avec nos invités, puisqu'on va les découvrir et les redécouvrir ensemble, eh bien une balade à travers Wahran. On se retrouve juste après.
L'emblème du tourisme oranais, bien sûr, c'est le fort de Santa Cruz qui a été construit lors du XIVe siècle par les Espagnols. Et bien sûr, il est perché à 360 mètres du haut du Morgejo. Et voilà. Donc, on a fait un petit tour à travers Oran. D'ailleurs, on a reconnu la mosquée du Pacha, le palais du Bey, la rampe de Madrid et ainsi de suite. Hein. Oran, c'est une très belle ville. Et bien d'Oran, on va parler sur un problème de santé publique aujourd'hui avec professeur Naïma Bebahmed qui est présente avec nous. Je le rappelle qu'elle est chirurgienne orthopédiste à la clinique Filausen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci professeur. à vous de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler d'un problème. Alors, un problème où on entend tout le temps parler de ce mot, d'ailleurs, mais on ne connaît pas. Le canal carpien. Oui. À chaque fois, on entend parler j'ai mal, c'est bon, j'ai le canal carpien, j'ai été opérée du canal carpien, Oui. je suis sous traitement pour le canal carpien. Oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce que déjà le Oui. canal carpien. Effectivement, c'est une pathologie très fréquente. On en parle beaucoup actuellement parce qu'au début, il n'y avait pas des moyens pour justement l'identifier, ce syndrome. Alors, c'est quoi ce syndrome? C'est une compression. Ah, c'est un syndrome, c'est pas une maladie. On appelle ça un syndrome. Un syndrome, c'est un très syndrome, bien. voilà. C'est un syndrome. Alors, c'est quoi? C'est une compression. Il y a un nerf qui passe au niveau du poignet, le nerf. Je pense qu'on a des photos pour ça, en principe. Voilà. Voilà. Alors, donc, au faites niveau du arrêt poignet. sur image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un nerf qui va passer au niveau du poignet, là où vous voyez le stylo, je pense. Oui. Et ce nerf, donc, il va donner la sensibilité au doigt et donner aussi Est-ce la qu'on peut fonction. revoir l'image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre? Merci. Merci l'équipe. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est ce nerf qui va nous donner la sensibilité, Oui. à la main. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore l'image, s'il vous plaît? Merci. On demande ça à notre réalisatrice Fatima Tahri. Merci de nous remettre... Voilà. Donc, ce nerf, il va donner la sensibilité au doigt. Voilà. C'est-à-dire Oui. on va sentir le froid, le chaud, et il va donner en plus la fonction de préhension, c'est-à-dire grâce à ce nerf, on va pouvoir prendre et avoir les mouvements fins de la main. Fin de la main. Par exemple, une couturière qui prend une aiguille. Voilà. Alors ce nerf, il se trouve dans un canal, quand vous le voyez là-bas, Oui. un canal Au niveau du poignet. Ce canal comprend les tendons. Oui. Ils font la flexion des doigts Oui. et le nerf va passer entre ces tendons. Entre ces dents. Voilà. tendons. Alors, quand D'accord. il y a une compression au niveau de ce canal, cette compression-là va se traduire par le syndrome du canal Alors, et carpien. quelle est la cause justement de cette compression? Alors, la compression, il y a des fois des causes qu'on appelle idiopathiques, c'est-à-dire que des fois, il n'y a aucune cause. On a un malade qui a un syndrome du canal carpien sans aucune cause, mais généralement, c'est des causes professionnelles des fois. Hein. Il y a des causes professionnelles, c'est-à-dire les sujets ou les malades qui exercent des fonctions où la main fait des mouvements répétitifs, Oui. des mouvements répétés, font que ce canal Quand les mains travaillent d'une manière beaucoup. répétitive. Par exemple, une femme qui fait le ménage, et Voilà. qui fait le ménage, qui essore, Oui. qui essore tout le temps, qui frotte, une couturière qui est tout le temps en train de coudre, par exemple l'ordinateur, voilà, l'ordinateur, celui qui écrit au tableau, les professeurs, les enseignants. certains sports comme le cyclisme. Oui. Voilà, donc on peut dire que c'est une maladie professionnelle parce que justement ces mouvements répétitifs au moment du travail font qu'il y a des phénomènes inflammatoires au niveau de ce ligament-là. Et donc, cette inflammation va faire que ce canal va devenir étroit. Et ce nerf qui donne la sensibilité va souffrir. Voilà, il va souffrir. Et donc, il va se traduire par des symptômes. Oui. Alors, quels sont ces ces symptômes, symptômes, justement? alors beaucoup de femmes se plaignent de ces symptômes. C'est quoi? C'est les engourdissements.
les engourdissements, les fourmillements. L'idée nibdaoui tinmel. Oui. Alors les engourdissements, les fourmillements, il y a des fois même des douleurs. Alors, et c'est des fois des fourmillements qui réveillent le malade la nuit. D'ailleurs, il commence à faire ça. D'accord. Alors des engourdissements, des fourmillements, des douleurs. Et quand la maladie va évoluer, le patient va perdre le contrôle des objets. Il va faire tomber les choses de sa main. Il ne peut plus tenir d'objets dans Voilà, dans les mains. les objets fins, une bouteille d'eau, il ne peut plus fermer une bouteille. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut les prendre en charge au début. En plus de ces causes professionnelles, il y a d'autres causes, notamment des causes métaboliques comme la goutte, le diabète, l'obésité qui peut donner ce syndrome du canal carpien, les insuffisants rénaux. J'ai beaucoup opéré des malades qui ont une insuffisance rénale, qui font le syndrome du canal carpien, mais généralement, c'est une maladie, en plus de ces pathologies, on peut dire que c'est une maladie professionnelle. On peut dire que c'est une maladie professionnelle parce que les travaux répétés font qu'on peut avoir ce syndrome du canal carpien. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des pathologies qui ressemblent un petit peu au canal carpien, voilà, au syndrome du canal carpien. Ah ben oui, par exemple, ceux qui ont de l'arthrose cervicale, ils ont des paresthésies. Ils ont des paresthésies, ils ont des fourmillements au niveau de la main, ceux qui ont de l'arthrose cervicale. Ça provient du cou. Donc, ce n'est pas la même chose. Les diabétiques, ils peuvent avoir des paresthésies par rapport à leur diabète, des neuropathies diabétiques. Alors, il y a des examens complémentaires qui permettent de poser justement le diagnostic. Est-ce des radiculalgies ou une arthrose cervicale qui a causé ce syndrome du canal carpien, ou c'est justement un problème local, c'est-à-dire le canal carpien en lui-même. Alors, cet examen, c'est l'EMG. Voilà, j'allais vous poser la question, quels sont les examens à faire afin de savoir que vraiment il s'agit du canal carpien et pas autre chose. Alors c'est l'EMG qui se fait actuellement partout, à l'hôpital, en privé, donc c'est lui qui permet de poser le diagnostic. Nous, cliniciens et chirurgiens, on peut poser le diagnostic déjà cliniquement quand on examine le malade, quand on fait l'interrogatoire du malade, on sait que c'est le canal carpien. Mais pour opérer le malade, il faut un document médico-légal. Il faut prouver que c'est vraiment un canal carpien pour pouvoir opérer. On a ce document en main qui dit « allez-y, opérez ». Donc c'est l'EMG qui lui permet de poser le diagnostic du canal carpien. Là, c'est que quand on parle justement de canal carpien, à chaque fois, on entend parler de chirurgie qui va avec. D'ailleurs, ce sont on va dire, ils sont mari et femme, si j'ose dire, quoi. Donc, mais avant d'arriver à la chirurgie, il y a quand même un traitement à faire. Bon, alors, au début, c'est-à-dire quand le malade il commence à faire le syndrome du canal carpien, il y a des règles d'hygiène. On va dire au malade, essayez de vous reposer, mettez une attelle le soir, parce que vous savez que quand la main est en position neutre comme ça, la pression, elle n'est pas très élevée. Mais le fait de faire des flexions-extensions, on va augmenter la pression au niveau du poignet, ce qui va favoriser le syndrome du canal carpien, quand on augmente la pression. Hein? Imaginez une gaine d'électricité, une gaine. Là, au niveau de la gaine, va passer les fibres. Et c'est ces fibres qui vont passer l'électricité de la main. L'électricité, c'est celle qui donne la sensibilité. Si la gaine, elle va devenir étroite, l'électricité ne va pas passer normalement. C'est ça le canal carpien. C'est la gaine. Maintenant, j'ai bien compris d'ailleurs. Là, je vous ai matérialisé. Effectivement, parce qu'avant, on parlait de canal carpien, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. C'est vrai, il y a des personnes autour de moi qui me disent j'ai été opérée par le canal carpien, j'ai été ceci. En plus de ça, c'est que la chirurgie, bon, on va y arriver dans un petit moment pour la chirurgie, mais on parle un petit peu du traitement justement, donc parce qu'il faut passer par des infiltrations, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur bien ça? sûr. Alors, les infiltrations, moi je les fais, généralement, on les fait au début. Quand il n'y a pas de dénervation, quand le nerf a beaucoup souffert, on opère d'emblée. Par contre, quand c'est un canal carpien au début, on essaye les infiltrations. Alors, on essaye des infiltrations au niveau du poignet, à base de corticothérapie. Alors, on essaye... Généralement, c'est 2 infiltrations espacées de 21 jours. Si au bout de 2 infiltrations, on n'a pas de bons résultats, à ce moment-là, on pose l'indication opératoire. Maintenant, quand vous avez par exemple une malade qui vous dit qu'il y a un muscle qui s'est atrophié, qui ne peut plus prendre des objets fins, qui fait tomber, qui est maladroite, parce qu'elle a maladresse.
Le malade devient maladroit, il fait tomber les choses. Quand le malade il vous dit je fais tomber les affaires que je prends, j'arrive plus à Les prendre, objets, oui. à ce moment-là, il faut opérer. Il ne faut pas attendre, il faut opérer. C'est le moment. C'est le moment d'opérer. Il faut Et pas si aller... on n'opère pas, si le patient il refuse l'intervention? Alors, s'il refuse l'intervention, il va rester handicapé. Hein. Il va d'abord, son éminence ténard, le muscle à ce niveau, il va s'atrophier, Oui. le muscle, Oui. et il ne va plus avoir la force de prendre, De tenir quoi que ce soit. quoi que ce soit. Il va faire tomber les choses, sa sensibilité. الإحساس في اليد يروح له, il ne sentira pas le froid du chaud, il ne pourra plus se boutonner. Hein? Alors, le nerf médian, c'est quoi? C'est le nerf qui nous permet de reconnaître nos affaires quand on ferme les yeux. Par exemple, je sais là que c'est en fer. Quand je mets ma main dans la poche, je sais que j'ai une pièce de monnaie. Alors, c'est ça, le nerf médian, il ne sera plus capable de savoir qu'est-ce qu'il a dans la poche. Il perd tout. Quoi. Il perd tout, il perd sa sensibilité, il ne peut plus se boutonner, il ne peut plus reconnaître les choses, il ne peut plus écrire ou prendre un stylo d'une manière correcte. Donc ça devient handicapant. Bien sûr. Et c'est pour ça c'est un vrai handicap en fait. Absolument, il y a des malades qui traînent, ils ne savent pas que c'est un canal carpien. Ils traînent de médecin en médecin, de médecin en médecin, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai beaucoup de malades qui ont atterri à pouvoir faire un circuit assez long. Assez long pour savoir finalement que c'était le canal carpien. Mais avant, les malades ne savaient pas, mais avec l'avènement d'examens complémentaires comme le NMG, là on pose le diagnostic et on sait que c'est un canal carpien. Voilà. Alors, et comment on remarque justement l'évolution de la maladie? Alors l'évolution, c'est ça. Au début, le malade est gêné. C'est léger. Il a des fourmis uniquement, par exemple, le matin, ou dans un seul moment de la journée. Et après, quand c'est évolué, il va avoir ça sera tout le temps. Tout le temps, il vous dit, mes mains, je sens plus... Je sens plus mes mains. La sensibilité, je la sens plus du matin au soir. Et la nuit, j'ai des douleurs. Hein. Ça donne des douleurs qui montent jusqu'à l'épaule, du coude à l'épaule. Ça peut donner aussi des douleurs. Très Donc, bien. Et ça. comment prévenir justement le canal carpien? Alors, de quelle façon on peut éviter, on va dire, d'avoir cette compression du canal? Alors, comment éviter? C'est d'éviter de faire par exemple, pour la femme qui fait le ménage, c'est d'arrêter un petit peu, d'arrêter de trop essorer. Le ménage, c'est pas tout le temps. Voilà, il faut du repos. Il faut mettre des attelles au niveau du poignet. Le soir, il faut mettre un peu le poignet au repos. Au repos, voilà. Exactement. Voilà. Il faut reposer les poignets. Il faut reposer les poignets. Voilà, il faut peut-être faire des infiltrations et donner un peu de repos au poignet. Parce que c'est les mouvements répétitifs qui font que ce nerf médian va souffrir. Très bien, merci beaucoup, professeur. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci à vous. Eh bien, certainement, on aura à vous appeler pour d'autres pathologies en relation avec tout ce qui est traumatique, on va dire. Je suis chirurgien de la main et du membre Chirurgie de la main, ah ben voilà. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le canal carpien, en fait. Il y a beaucoup de pathologies autour du membre supérieur. Effectivement. Donc, après un sujet médical, on va dire, c'est une pause... qui s'impose, une pause musicale qui s'impose et on se retrouve juste après.
merci pour cette pause musicale qui nous a adouci, on va dire, en cette matinée. Eh bien, on va parler aujourd'hui de nutrition, puisque nous avons avec nous notre nutritionniste adorable, Feriel Merzouk, qui est là, qui va nous parler d'un sujet qui est très très important. Bon, moi je l'ai trouvé très important, je ne sais pas pour vous, hein. De toute façon, vous allez le suivre et vous allez savoir que c'est très important parce on est tous passés d'une façon ou d'une autre par cette phase de faim réelle et faim émotionnelle. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Excellent. Bonne année, meilleurs vœux. À vous de même, merci beaucoup. Vous avez bien vécu la transition 2025-2026 parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière, hein. Tout à fait. C'est la Bah seule oui, occasion où on peut se dire ça. Tout à fait. Non, ça va, Exactement. ça a été formidable. Alors, la faim réelle et la faim émotionnelle. Donc, quelle est la différence entre les deux? Mais avant cela, on aimerait bien connaître qu'est-ce que la faim réelle, qu'est-ce que la faim émotionnelle. Tout à fait. Alors, la faim réelle est un besoin physiologique. C'est le corps qui a besoin d'énergie. Elle arrive progressivement. Et est souvent atténuée. Oui, j'avais un petit chat dans la gorge, excusez-moi, c'est bon, là, ça Il va. est parti, j'espère. Ça y est, bon, t'es pas fort. Alors, comme je disais, où est-ce que j'en étais? Alors, excusez-moi. Donc, elle apparaît progressivement Oui. et est souvent atténuée par plusieurs aliments. En revanche, on a la faim émotionnelle qui est plus mentale. Elle est déclenchée par des émotions comme le stress, la fatigue ou l'ennui. Et puis, elle vise généralement des aliments bien précis, comme le sucre ou le gras. Ah, d'accord. Donc, on a une faim émotionnelle, mais sur certains aliments, c'est ça? Tout à fait. Elle va venir réclamer des aliments plaisir, comme on va les appeler. D'accord. Alors, et quels sont les signes, justement, tout simples de cette faim émotionnelle? Alors pour faire la distinction, la faim réelle déjà, on va venir la ressentir par des gargouillements, de la fatigue ou une baisse de concentration. Donc ça reste physiologique. La faim émotionnelle, en revanche, elle est mentale. Donc elle est souvent accompagnée par... c'est des pulsions, au fait, d'accord? Donc c'est pas progressif comme la faim réelle. Et elle est accompagnée donc par un manque, une sensation de manque ou un besoin de réconfort. C'est là qu'on fait la différence. La différence est là. Entre les deux Elle se sensations. situe là. Alors, et pourquoi mange-t-on lorsqu'on est, on est à un moment de désarroi, peut-être de tristesse, peut-être de solitude, Oui. peut-être. Alors, à chaque fois, quand on se retrouve à la maison, par exemple, tout seul, donc on se rabat sur tout ce qu'il faut manger, au lieu de regarder un film, au lieu de prendre de l'eau, par exemple, pour se caler, parce que l'eau, quand même, évite des dégâts, on va dire. Tout à Donc, fait. au lieu de prendre un bon thé sans sucre, alors on se rabat sur tout ce qui est, on ingurge tout ce qui est devant nous, par exemple les sucreries, les chocolats, les gâteaux, Alors pourquoi? Alors, il faut savoir que manger apaise la sensation de stress. Donc, c'est un mécanisme qui va venir, surtout les aliments plaisir, ils vont venir stimuler le cerveau, qui vont donner une sensation de bien-être, mais sur un court terme. C'est un processus qui est tout à fait normal, d'accord? Mais il peut devenir récurrent si l'on ne dispose pas de bons moyens de gérer ses émotions. Donc, il est là le problème, c'est-à-dire il faut savoir distinguer quel type de faim l'on ressent, et puis il faut savoir faire avec. Si c'est une faim émotionnelle, donc là on va venir s'occuper autrement, mais déjà il faut la distinguer, vous voyez. Voilà, exactement. Il faut se rendre compte Tout à fait. qu'on a une faim qui n'est pas normale. Voilà, qui ne n'est pas répond pas à un logique. besoin, voilà, Qui tout n'est à pas fait, logique. physique. Voilà, exactement. On n'a pas faim, on ne mange pas parce qu'on a vraiment faim. C'est ça. Tout à fait. Des fois, on ne mange pas parce qu'on a faim du tout. Des fois, c'est même pas de la faim, c'est de la d'ennui. soif. C'est par ennui, des fois. Là, on parle de faim. Oui, de faim. Il y a la faim réelle, il y a la faim émotionnelle, et puis des fois, c'est même pas de la faim, c'est de la soif. Et que c'est le cerveau qui confond oui, entre c'est les vrai, deux. hein. D'accord. Des fois, Voilà. ça m'est arrivé la dernière fois.
Alors, je commençais à manger, à manger, à manger. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'arrête pas de manger, comment se fait-il? Et Il n'y finalement, a pas un c'était une soif. apaisement. Voilà, tout à fait. Effectivement, finalement, c'était une soif. Voilà, donc il faut savoir C'est vrai, reconnaître hein, vous ses avez sens- raison hein, là-dessus. reconnaître ses sensations. Il est là, Ouais. le déclic. Oui. Mais voilà. Donc c'est ça la différence, c'est-à-dire on se rend compte que des fois c'est de la soif et non pas une faim réelle, on va dire. Oui, ça arrive, d'accord, mais après, la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai réellement faim? Et là, il faut voir ce que l'on ressent. Est-ce qu'il y a des gargouillements? Est-ce qu'on a des petites crampes à l'estomac? Ou bien une baisse donc d'énergie, une petite fatigue? Là, c'est généralement une faim, surtout si on vient de rater son repas, par exemple. Oui. Ou bien on Il ne vient faut de pas fournir- sauter les repas justement. Oui, il serait préférable. Ou bien de fournir un gros effort. Là, c'est généralement une faim réelle, donc il n'y a pas de problème à aller bien s'alimenter. C'est même recommandé. Par contre, si on vient de se lever de table et qu'on a bien mangé, Voilà. et après il y a la petite faim, qui est généralement une envie de sucre, ou bien juste parce qu'on ne Un trouve fruit. pas. Non. Un fruit, oui. Là, justement, il est conseillé de consommer un fruit. C'est toujours mieux que d'aller se rabattre donc, sur des sucres rapides, tels les pâtisseries ou bien les Ou bonbons. chocolat ou Le chocolat, si quand il c'est est- noir, ça va. Voilà, c'est ce Ça que peut j'allais aller. dire. Exactement. À partir de 70% de cacao, ça peut être bien parce que c'est un aliment qui est riche en magnésium. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé de consommer lorsqu'il y a beaucoup de faim émotionnelle. C'est que généralement, on a une petite carence en magnésium. On peut aller prendre, par exemple, du chocolat noir ou bien des noix de cajou qui sont riches en magnésium, une banane, pourquoi pas. D'accord? Ça va venir Ça peut caler. Tout à fait, ça va caler, apporter les bienfaits sans pour autant provoquer les dégâts caloriques. Alors, et comment réagir face à ce fléau, si j'ose dire? Parce que des fois, la faim émotionnelle, il n'y a pas un individu pardon, qui n'est pas passé par cet état, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, il ne faut pas culpabiliser, c'est très important. Et après, on va venir se poser la bonne question, qui est de quoi ai-je besoin, là, maintenant? Et vous allez voir que très souvent, la réponse va être soit du repos, soit s'occuper l'esprit autrement, ou bien on va venir combler un manque, ou bien une émotion mal digérée, on va dire. Voilà. Très bien. Alors, juste une dernière question. Alors, est-ce que la faim émotionnelle est due au régime, par exemple, très, on va dire, oui, draconien, on va dire, ou alors des restrictions d'aliments? Alors, est-ce que ça peut entraîner une faim émotionnelle? Tout à fait, parce que les régimes stricts donc, vont provoquer des frustrations. Et la frustration est le déclencheur numéro 1, du moins parmi les principaux déclencheurs de la faim émotionnelle. Donc, plus vous allez vous priver de certains aliments, plus le corps va venir les réclamer intensément. Voilà. Alors, il vaut mieux manger avec modération, avoir un bon rééquilibrage alimentaire, pas un régime strict, et normalement le tour est joué. Et comment y remédier à tout ça? C'est-à-dire C'est-à-dire comment on peut éradiquer, on va dire, la faim émotionnelle? l'éradiquer est un bien grand mot parce qu'on va venir la ressentir à un moment ou à un autre, parce qu'elle dépend justement de nos émotions. Voilà. Mais être conscient de son ressenti nous aide déjà beaucoup à la franchir et Effectivement. à éviter donc de venir se rabattre sur les aliments trop sucrés, trop gras. Oui. Ça peut être liquide comme ça peut être des aliments solides. D'accord? Donc mieux s'écouter va permettre de mieux se contrôler, si je peux dire. Très bien, alors mieux se contrôler, je pense qu'il faudrait vraiment, quand on ne ressent pas vraiment une faim réelle, donc il vaut mieux éviter la faim émotionnelle, puis prendre de l'eau plate, un fruit, on va dire, du chocolat 70%, pourquoi pas, donc ça, vous pourrez vous permettre, bien sûr, ou alors quelque chose qui ne fait pas grossir en fait, hein. Donc il faut faire très attention. Merci beaucoup Feliel Melzer, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau, sur notre plateau de la première semaine du mois de janvier 2026. Alors, une petite chanson, on se retrouve juste après.
musicale qui s'est imposée entre deux plateaux. Mais là, avant de présenter notre invité, alors j'ai pris son ouvrage, qui est un très bel ouvrage. D'ailleurs, quand je le feuillette, on dirait que c'est la magie de l'art qui s'est déplacée au Bonjour d'Algérie en cette matinée à la station régionale d'Oran plus précisément. Alors, je vais commencer par « Chaque homme est un artiste modelant l'univers à son image. Chaque acte est un sortilège jeté sur le tissu de la réalité. La vie est un théâtre et chacun est à la fois acteur et spectateur de sa propre réalité. Chaque instant est tentative de dépassement du réel imposé, c'est-à-dire un acte surréaliste, un rêve éveillé. » J'ai adoré. Donc, il fallait que je commence par ça pour vous présenter Selim Hammal. Alors lui, il est enseignant-chercheur à l'ENPO, alors à l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Alors, vous êtes venu pour nous présenter un ouvrage. Exactement. Alors, un ouvrage d'ailleurs qui m'a attirée. Qui m'a attirée déjà par sa pochette. Plutôt sa couverture, on va dire. C'est magnifique, c'est artistique en fait. Alors, et il m'a attiré aussi par son titre, justement. Alors, vous avez choisi le latin, justement, pour le titre de l'ouvrage. C'est avec le latin. Alors, on va savoir tout de suite pourquoi vous avez choisi justement le latin, puisque son titre, c'est Tractatus Magico Artifex. Exactement. Alors, pour le titre, en fait, c'était juste pour rendre hommage à certains penseurs qui nous ont devancés, hein. Surtout par rapport, bon, il y avait deux penseurs qui m'ont vraiment influencé par rapport au livre. Ludwig Wittgenstein, qui est un logisticien, qui avait écrit le Tractatus Logico-Philosophicus. Il n'est pas belge? Non, il était autrichien d'origine. Donc, il avait fait un traité qui liait la logique à la philosophie. Il y a aussi le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Donc, c'était un livre qui mélangeait en fait la théologie avec la philosophie. Et vu que moi, j'essayais de travailler entre la magie et l'art, j'ai dit pourquoi pas lui rendre hommage en utilisant ce titre. Très bien, alors là c'est un hommage que vous avez rendu, mais votre inspiration afin d'écrire cet ouvrage, vous l'avez puisé d'où? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Allez-y, répondez. Alors, on est là pour ça d'ailleurs. Voilà, je vais commencer par la plus évidente. En fait, c'est un livre que j'ai voulu lire moi-même. Donc j'ai écrit un livre que je voulais avoir dans ma modeste bibliothèque. Mais en fait, c'est dans un processus. Parce que j'avais écrit un essai avant celui-là, qui traitait de l'avenir poétique et artistique du monde. C'était par rapport à l'intelligence artificielle. Parce qu'à un moment donné, j'avais imaginé si le monde, dans le futur, l'intelligence artificielle remplacerait tout. C'est-à-dire que la machine remplacerait tout. L'homme, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est-à-dire Est-ce que c'est la fin de l'homme? Non, justement. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser beaucoup plus à lui-même. Et donc, tout ce qui est poétique, tout ce qui est artistique, sera mis en valeur plus qu'aujourd'hui. Voilà. Le problème maintenant, c'est qu'on parle même avec l'intelligence artificielle. On discute avec l'intelligence artificielle, on lui demande des conseils personnels. Il y a même des personnes, quand ils ont un problème à la maison, quand ils ont un problème avec des amis ou alors ils sollicitent l'intelligence artificielle afin de répondre justement à leurs questions et leur trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Parce que, alors moi j'ai eu l'intelligence, on va dire, de poser la question à une intelligence artificielle. Alors j'ai eu j'ai été un petit peu curieuse pour savoir qu'est-ce qu'ils vont me répondre, parce que moi je le fais jamais en fait. Donc et là j'écris, je lui pose la question, vous êtes un homme ou une femme? Moi je l'ai fait exprès pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire ou qu'est-ce qu'elle va me dire quoi. Et là, une réponse toute simple,
je ne suis ni homme ni femme, je suis une intelligence artificielle. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'interroge, on pose des questions à quelque chose qui n'existe pas, qui a été créé par l'homme, pour avoir une réponse de notre vie. C'est pas normal, ça. Donc, et là, c'est que, quels sont les thèmes principaux? Justement, que vous avez- à travers ce livre et l'essai qui le précédait, c'est que, en fait, l'avenir de l'homme est purement poétique parce qu'il va, à travers l'intelligence artificielle, il va se voir dans un miroir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va proposer dans sa vie? Et donc, Ouais. dans le premier essai, l'Homo Poeticus, j'avais parlé un petit peu de ça, mais à travers le Tractatus, j'ai essayé de formuler des aphorismes qui relient l'art à la magie. Parce qu'il faut savoir que l'art, dans la civilisation humaine, n'est pas né d'un besoin esthétique, D'accord. mais d'une volonté de domination magique. Parce que l'homme veut dominer son réel, veut dominer son quotidien. Effectivement. Et donc, au départ, il utilisait la magie. Et donc, quand on prend une tribu, par exemple, on avait le magicien, le guérisseur, le chaman, etc. Effectivement, oui, oui, Et donc, ces guérisseurs-là avaient besoin de procédures. oui. Ouais. Et donc, ils ont eu recours à l'art. Par exemple, quand on prend le théâtre, son origine grecque, c'était justement le besoin du théâtre, c'était à des fins guérisseuses. C'est-à-dire, il guérissait la société par le théâtre. Si on prend, par exemple, je ne sais pas, la sculpture, la naissance de la sculpture, en fait, c'était né de prêtres qui voulaient rendre visible leur divinité, etc. Donc, l'art, c'est toujours dans un processus magique. Donc, l'origine de l'art, c'est la magie au départ. Voilà. Donc c'est ce que vous avez mis justement dans dans le traité, cet ouvrage, dans le traité. voilà. Donc et là d'ailleurs la magie est la transformation par la volonté. C'est-à-dire nous on est volontaire de transformer notre univers, on va dire, ou alors notre être, on va dire, pas à travers la magie. La magie, exact. Donc j'ai bien compris alors. Ouais. Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, Oui. vous, ce que vous faites ici, Oui. c'est carrément de la magie. Parce que vous rendez visible ce qui est invisible. Effectivement. L'anonyme, vous le rendez connu. Ça, Donc, c'est vrai, ça, c'est de la voilà. magie, hein. Donc c'est de la magie, voilà, exactement. Et c'est magnifique aussi, c'est un travail magnifique, très passionnant, parce qu'on ne rentre pas dans on va dire, dans un tourbillon où c'est toujours la même chose. Ce qu'on a vécu la semaine passée, on le vit cette semaine, on le vit la semaine prochaine, et ainsi de suite. La Exact. routine. Exact. On n'a pas de routine. Nous. Exactement. On est tout le temps en train de vaciller de sujet en sujet, de vaciller de moment en moment, on va dire. Donc, et comment se situe l'ouvrage par rapport à vos recherches? Parce que moi, je suis physicien de formation. Oui, voilà. Et donc, en tant que physicien, justement, les gens, généralement, ils ne comprennent pas qu'un physicien s'intéresse à l'art ou la poésie, etc. Et en fait, plus on avance dans la physique, c'est-à-dire plus on avance dans la compréhension de l'univers ou des atomes, etc., on voit que c'est très poétique. Si on prend, par exemple, les premiers, Einstein, par exemple, il trouvait beaucoup de poésie dans ses équations. Donc, pour moi, c'était naturel que je réfléchisse sur l'art, sur la poésie, sur ce qui est humain. Ça, c'est philosophique ce que vous êtes en train de me dire. Hein. Ben oui, c'est le traité, voilà. Oui. Voilà. Parce que quand vous avez évoqué justement Einstein, vous avez dit que il aimait, c'est ça, c'était de l'art. Ses mathématiques, c'était de l'art. C'est ça. Donc, certes, parce que peut-être pour lui, c'était de l'art. Pour lui, c'était son monde. Mais est-ce qu'il se rendait compte, justement, que Einstein était en train de rendre service à l'humanité? Est-ce que Einstein, Oui. Je pense qu'en fin de sa vie, parce qu'il y a eu un problème par rapport à la bombe atomique, je pense qu'il avait Justement. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que tout ce qu'on fait n'est pas forcément bien. Et justement, je l'aborde dans le livre. Parce que même l'art est soumis à ce qu'on appelle la condition pharmacone, c'est-à-dire c'est comme un médicament. Un médicament peut être un poison aussi. Effectivement. Et donc il faut savoir aussi... C'est une lame à double tranchant. Voilà, c'est ça? il faut savoir l'utiliser. Donc on peut faire de l'art beau, mais qui est très dangereux aussi. Effectivement. Voilà, c'est... Alors, est-ce un traité théorique, un récit littéraire ou une hybridation des deux? Ben, c'est un traité.
C'est un traité qui émane de ma propre expérience par rapport à l'art. Voilà. Alors, vous avez justement présenté cet ouvrage aussi là, cette fois-ci, Exactement. dernièrement. Exactement. Donc, et comment il a été accueilli, justement? Alors, je ne pourrais pas vous dire, parce que j'y étais pas aussi là, moi. Ah, d'accord. Voilà, parce que j'avais des empêchements. Mais je pense qu'à à partir de janvier, parce que je vais faire normalement des tournées, etc., pour faire des... Et je vous dirai après. Inch'Allah. Ah, d'accord, Voilà. c'est dommage. Parce, hein. voilà, parce que je ne sais pas encore, parce que je en novembre, donc je pourrais Oui, pas... justement. Donc là, vous avez mis par l'art, l'esprit circule. Circule. Que vouliez-vous dire par ça? Alors, justement, toute la question est là, parce que le livre aussi se repose sur un paradigme que tout est esprit. Oui. C'est-à-dire que les gens l'appellent l'énergie, les vibrations, les fréquences, chacun l'appelle à sa manière. Donc moi, je trouve que le monde est un échange d'énergie, et l'énergie elle-même, je l'appelle l'esprit. Voilà, dans le livre. D'accord. Alors, en lisant Tractatus Magico Artifex, alors, quand on le lit, vers la fin de l'ouvrage, qu'est-ce qu'on peut ressentir? On peut ressentir qu'en fait, tout ce qui nous entoure est magique. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est artistique, tout ce qui est fabriqué par l'homme, tout ce qui est fait par l'homme, tout ce qui est pensé par l'homme. C'est déjà quelque chose de magique. C'est-à-dire, par exemple, si on a une pensée, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est d'où elle vient. Justement. Et donc, c'est carrément de la magie. C'est-à-dire, la magie commence dès que l'homme essaie d'influencer son entourage, influencer la matière, influencer le monde. Voilà. Alors, dans quel sens, justement, quelle est la lignée littéraire que vous avez entrepris afin de finir et afin de faire cet ouvrage? Parce que là, quand vous me parlez, d'ailleurs, je n'allais pas vous poser cette question du tout. Hein. Donc, et quand vous êtes en train de me parler, c'est que je vois quelqu'un qui a entremêlé l'art avec la magie, avec ce qu'est l'homme actuellement, et la force de l'homme aussi, l'intelligence de l'homme aussi. Donc, quelle est la lignée que vous avez entrepris justement pour faire cet ouvrage? Que voulez-vous La dire? lignée littéraire. Est-ce que vous aviez une feuille de route? Est-ce que Non, je vous ai dit, c'est un processus d'écriture qui a commencé il y a longtemps, parce que j'ai écrit au moins 5 livres avant. Et dans le processus de recherche par rapport à ce que je faisais moi-même, parce que le livre, en fait, je l'ai écrit pour moi. Il était disponible chez moi il y a longtemps. Donc il était dans ma bibliothèque, je l'avais écrit sur un carnet, et j'y revenais souvent pour me rappeler à quel point ce qu'on faisait, ce qui nous entourait est important, etc. Après, grâce à Espace Libre, qui est sous la direction de Madame Zineb Blaouj, la grande poétesse algérienne, ouais. et grâce à sa fille, qui a Rim Larj, qui a lidéré les illustrations. Donc j'ai pu, à un moment donné, comprendre que je pouvais partager cette expérience personnelle avec les autres. Voilà. Alors, juste une toute dernière question, je vous libère, parce que je sais que vous avez un cours à 9h30. Voilà. L'art, vous avez mis l'art et guérison du monde. Exactement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que son origine, c'est justement la guérison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'art-thérapie, de musicothérapie, peut-être vous avez vu. Oui. Donc, on sait, aujourd'hui, on commence à admettre les effets guérisseurs de l'art. Voilà. Justement. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Salim à vous. Hamad, Merci c'est à un vous. plaisir Merci de beaucoup, vous Alexa. recevoir sur le plateau de Bonjour Merci à vous. d'Algérie. Alexa. Et bien sûr, je finis justement par ce que vous avez écrit dans cet ouvrage. Donc, comme le penseur est à la pensée, ainsi le magicien est à sa création. La volonté est la baguette magique du magicien. La volonté est l'émanation de la volonté divine, le moyen de co-créer le monde. Eh bien, tout de suite, un sujet de Nabil Nouvi sur Al-Matareg et en lecture Ilyes Benziyen, et on se retrouve juste après. L'art du bâton, communément appelé al-matrag, très populaire dans la région de Ain Mouchent et des wilayas environnantes, notamment durant les fêtes populaires. Un art martial qui développe les réflexes défensifs et qui se perfectionne constamment avec le temps,
pour être, au final, intégré dans les compétitions sportives locales et nationales. اتصلت بالشيخ مفرون عبد الله يسكن في سيدي بومدين، قلت له باغي نزيد نتعلم عندك العصا التقليديه، قال لي مرحبا بك. فرح بيا ولينا نترينو مع الشيخ عمر، نمارسوا الرياضه. عندنا لي ايكيب صغيره والكبير، كاع الصغير والكبير يمارس، يقول لك العقل السليم في الجسم السليم. Dans un affrontement où l'on marque des points au nombre de 14 en touchant son adversaire sur différentes parties du corps et en déjouant les attaques de ce dernier, le côté le plus spectaculaire du jeu réside dans l'art de l'esquive et la manière de virevolter les bâtons. رياضة العصا أنا شاركتها في السبعينات. واحد الشيخ يقول له عبد القاود سليم راه توفى مسكين الله يرحمه. حنا كي نكوماسو الاولى نكوماسو بربعه كيما نقولوا حنا الرباعي، زوج طرش ولحيه وراس، راك فاهم؟ نكوماسي نساوي في القندوز، نحفظها مليح في ديك الرباعي هذيك، فيها الإيجاز، فيها النخسه، فيها هذيك، فيها هذيك. كي نحفظها له نعاود نبدل له وجبه واحده اخرى. كي نجيب القندوز الله يبارك زعماك وكي نقعد انا نساويه، أي بعد إن شاء الله كي يوصل أي نعرضوا الشيوخة كاع موارم بالعباس كاع اللي نعرفوهم ويعرفونا نعرضوهم. أي وجوه شيوخة نقولوا ماني باغي نخرج القندوز تاعي بنخرجها شيخ. أي وجوه كاع الشيوخة كيما كيسموا نديروا الطعام ونديروا قهوة ولاتي وذوك الصوالح. أيوا واللعبة هنا ويزيد يلعب مع الشيوخة. أيا قال سي بون الله يبارك يخرج الشيخ. كيما هذا باك راه عندي في 30 عام هذا المشهد هذا. من ذاك الزبوش طالع على 3. ها شوف زبوش حر هذا. التقاليد تاعنا ولازم نحافظوا على التقاليد تاعنا، وجدادنا خلوها لنا امانه، ويقول لك الامانه لازم تصونها. احنا رانا نربوا ونطلعوا في نشء وجيل يحافظ على الامانه ومضياف ورياضي بمعنى الكلمة، لأن هذه الرياضة من يستعملها هي رياضة كاملة للجسم. Le duel se fait en 3 rounds, chacun d'eux ne dépassant pas les 3 minutes. Cet art n'est pas uniquement réservé aux jeunes, mais aussi aux adultes, dont chacun, à travers son jeu, devient un ambassadeur de ses traditions et sa culture. Je suis ambassadrice de notre culture et je suis ambassadrice du Matalag. Je suis avec le Matalag. Voilà. Alors, merci beaucoup à Nabi Noui qui nous a fait ce sujet et lecture, bien sûr. Ilyes Benzien, l'art du Matalag, on va parler de ça aujourd'hui, puisque c'était, on va dire, c'était un jeu en fait, et on va discuter sur ça dans un petit moment avec, tout de suite, on va dire pas dans un petit moment, avec 2 grands monsieur. Alors, c'est monsieur El Haj Mohamed Belkallouch, président de la Fédération algérienne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci, j'apprécie votre invitation du Canal Algérie. Et vous allez assister à un événement où on va transformer un jeu vers le sport et ça sera une production algérienne dont j'espère que... Justement, parce que je vais... Oui, pardon. Justement, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un sport, en fait. Hein. Très bien. J'ai toujours pensé que c'était un sport. Et on va... Moi. Maintenant, les autres, je ne sais pas. Donc, je vais vous dire dans un petit moment, je vais vous expliquer pourquoi. Très bien. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec M. Miloud Snoussi. Alors vous êtes président du comité technique. Exactement. Donc vous avez la technique du Matalag. Ah oui, ça fait bien longtemps. Ça veut dire hak ou hak. Très bien, très bien. Il n'y a que c'est ça. Très bien, très bien. Ça comme va ça, hein? Comme ça. Comme ça. Il faut toujours défendre. Ah, il faut se défendre. Mais est-ce que le Matalag c'est ça? Là, c'est pour après 70 ans. Après 70 ans. C'est la canne, ça. C'est le 3e pied. Le Khizrana, c'est ça. Khizrana. Voilà. Le Matalag, il sera
ما عندهاش هذيك ما عندهاش ما هادي. عندهاش هذيك. هادي. On peut pas le tenir comme ça. وهكا On باش le يلزموا. tient comme ça. Comme ça, Comme très, très ça. bien, très bien. Voilà. Attention, il faut pas faire de bêtises. Ah hein. oui, vous adaptez bien. tout de suite, hein, madame. Il faut un peu عندك l'adaptation, tout de suite. Andy, Ouais, Aïe, très, c'est très bon bien. alors, très bien. Parce que, alors là, c'est que je reviens à ce que vous avez dit au début, Oui. c'est que on transforme un jeu Traditionnel. vers un sport. Un jeu traditionnel. Moi, j'ai toujours cru que c'était un sport, parce qu'il ressemble un petit peu à l'art martial. Exactement. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement Oui. de l'origine du matrak? Voilà. Tout d'abord, on va démystifier le système de l'utilisation de cet outil. Cet outil, bien sûr, existe dans le monde entier, mais même en Algérie. Et bien sûr, en Algérie, il a été développé techniquement, d'où ce qu'on appelle les frappes, le wujbet, ont été créées entre 1953 et 1957, là où le matrak a pris l'identité algérienne. Oui, mais Parce- moi, je pense qu'il existe depuis bien avant. Bien sûr, mais il n'était pas algérien. Oui. Du moment Il qu'il n'avait a pas été- l'identité algérienne. Exactement. C'est entre 53 et 57 57. qui a été créé les multiples frappes, jusqu'à 12 frappes, par les honorables maîtres, Monsieur Beqaji Abou Hajar, Cheikh Siddiq Salah, El-Zoug, Abed Salah. Siddiq El-Zoug, Miloud Ben Allal, Abdelkader. Donc les 5 bonhommes, Kouïd Al-Karmawi, ils ont créé les 12 frappes. Donc il a pris l'identité algérienne. Et depuis ce temps, on peut parler de notre création de matrak. Seulement, le matrak n'a pas été intégré dans le sport. Parce que Pourquoi ça a pris beaucoup de temps, justement, de justement, l'intégrer c'est ce dans qu'on le va. sport? C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes C'est là. ça le but, C'est ça le but. justement. C'est ça le Et on but. va en même temps attirer l'attention de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Saïd Saïd, Oui. qu'on sait bien qu'il travaille très très bien. D'ailleurs, il a été wali de la wilaya d'Oran. Il Exactement. connaît très très bien la ville. Exactement, on a été invité même à Santa Cruz, là où il y avait Au fort. voilà, pour le Émir Abdelkader. Oui. Donc, on va essayer de parler en ce qui concerne le sport du matrak. Le sport du matrak, dans le journal officiel du 16 mars 2016, article 3, il dit que tout sport doit passer par l'Organisation internationale du sport olympique. D'accord? Et c'est pour ça que le matrak n'a pas été intégré dans cette organisation. Très Vous voyez? Donc, il est intégré dans les arts martiaux, on le sait, bien sûr, parce que c'est un sport de combat, mais malheureusement, il n'a pas eu l'autorisation de l'Organisation internationale du sport. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a étudié le cas, et on a créé un système correspondant au sport, avec toutes les directives qu'on nous donne dans le sport, pour transformer ce jeu traditionnel En sport. en sport. En sport Étant réel. donné, Oui, allez-y. étant donné que tous les pays qui utilisent le même outil, que ce soit long, petit ou grand, n'ont pas essayé d'intégrer le bâton ou le stick dans le cadre du sport. Et c'est ça, c'est un problème. Nous allons dire que c'est le premier pays algérien qui va intégrer cet outil dans le sport. C'est un événement. Alors, mais vous voulez intégrer cet outil dans le sport, c'est-à-dire l'outil, le matalik, Exact. ou alors c'est le sport de le matalik en général? Bon, actuellement... Parce que, puisque c'est un, on va dire, c'est un nouveau-né, hein, s'il l'accepte en tant que sport, s'il se transforme de jeu en sport, donc ça va être un nouveau-né en fait. Bien sûr. Donc, est-ce que ce nouveau-né, vous allez l'intégrer dans un des sports, dans d'autres disciplines, pour qu'on puisse un petit peu l'intégrer dans l'esprit, on va dire, et dans la culture des jeunes sportifs, ou alors ça va être une discipline à part? Ça va être une discipline Discipline à à part part. et purement algérienne. On le dit, on redit, c'est une production sportive algérienne. Donc l'Algérie n'a jamais eu une production sportive, quel que soit le sport. C'est seulement
on a pris l'initiative à ce que le matrag, et du moment que à l'échelle internationale n'ont pas eu l'occasion de l'intégrer dans le sport, c'est à nous les Algériens qu'on va De prendre l'initiative et le faire. Exactement. Exactement, et c'est pour ça qu'on a présenté 2 brochures, voilà, Oui, pour la oui. transformation. Alors attendez, il faudrait me suivre un petit peu. Oui, Donc, on vous suit, alors quand madame. on parle justement de matarek, je sais que c'est pas ça. Oui. Donc, Presque, alors, c'est la maman. c'est la maman. Elle est venue sans le papa. غادي يدير فيها حال الراجل. On va essayer de lui جات créer. وحدها. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, alors quel type de matarek justement pour ce sport? C'est le type de matraque spécialement algérien. Il a 10 mètres de longueur. De longueur, oui. Avec une certaine épaisseur. Voilà. Donc, on l'utilise pour l'entraînement actuellement dans Oui. le cadre du jeu traditionnel, mais seulement pour Alors pouvoir... quand on dit on l'intègre, on l'a intégré, etc. Donc puisque vous dites aussi que ce sont des jeux traditionnels, donc est-ce qu'il y a une tenue avec laquelle on accompagne ce jeu de l'matareg? Oui, écoutez, on a tout d'abord créé un combat. D'accord. D'accord. Le combat, le style de combat que le sport, parce que le sport est égal à combat. Bien sûr. Oui. Il n'y a Exactement. pas, Bah oui. il n'y a pas de sport sans qu'il y ait de combat. combat. La même Effectivement. chose que le football, le karaté, le judo, etc. Oui. Tous ces arts martiaux font des combats pour pouvoir être En compétition. Vaincu ou vainqueur. En compétition. Le Exactement. vainqueur et les vaincus. Oui. Pour pouvoir l'intégrer dans le sport. Oui. Et c'est ce que veut le spectateur. Oui. Bien sûr, on a créé ces brochures pour que les spectateurs s'intéressent à ce sport et s'identifient lui-même dans ce cadre du sport, même à l'échelle internationale. International, oui. Bien. Nous, on a l'occasion, et même vous avez l'occasion d'être aussi dans l'événement. Oui, D'être avec aussi dans plaisir. l'événement. Voilà. Si Monsieur le ministre de l'Intérieur Inch'Allah. voit cela et puisse nous donner l'agrément de cette fédération. Inch'Allah. Parce qu'on est en retard, on l'a créé en 2023 et auparavant on a créé une association nationale. Pourquoi ne pas se déplacer vers Monsieur le ministre de l'Intérieur? Voilà, c'est ça le Voilà, problème. demander audience et certainement il ne va pas vous dire non. C'est ça le problème. On a essayé par Il tous va les mois. étudier le dossier et puis il verra. Voilà. Pourquoi Écoutez, pas au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, Oui. on a discuté avec le ministre, on lui a présenté le projet. Le dossier. Et bien sûr, quand ils sont des spécialistes du sport, Oui. ils nous ont cachés sur le Ranoul SSI. Donc, mais au niveau de l'intérieur, je ne veux pas parler, mais on nous bloque. Même on a Pas créé... bloqué. Moi, je pense qu'on ne bloque pas. Moi, je pense que c'est juste, il faut attendre. Et puis, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire, il faut passer par des étapes afin de transformer un jeu vers un sport en bonne et due forme. Donc, il faut avoir du temps. Et c'est la raison pour laquelle que je vous ai demandé pourquoi ne pas demander audience à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et certainement, il va vous recevoir. Certainement, parce que nos ministres, ils sont accessibles, hein, en fait. Hein. Donc, Il y a, alors, il y a oui. deux choses qui nous bloquent. Mais C'est bien. attendez, il faudrait qu'on parle d'abord de cette discipline pour qu'on puisse montrer Oui. que c'est une discipline qui a ses propres techniques aussi. Oui. Parce que c'est un jeu qui a des techniques. Donc, est-ce qu'on peut parler de ses techniques, Exactement. les techniques de ce sport? Oui. Il est riche en technique. Il est très riche en technique. Oui. Quelles sont les règles principales? Vas-y, explique-moi Oui. les règles. Ah, d'accord, pas vous? Non, c'est lui qui... Malish. D'accord. Bon, on est tous les deux C'est les pareil. mêmes. Voilà, Vous c'est êtes les pareil. inséparables, on va dire. D'accord. Donc, sa technique, elle est très satisfaisante. Bien sûr, on nous en veut à l'échelle internationale. Voilà. Donc, on va essayer de faire de notre mieux pour pouvoir le mettre dans un combat. Et ce combat, bien sûr, va être intégré dans le cadre du sport à travers l'organisation olympique du sport. D'accord. Sans ça, on ne peut pas avancer. D'accord. Là, Bien. on l'a compris. Bien, bien. Maintenant, pour ce qui est contre nous, c'est le temps. C'est le temps. Pourquoi? Parce que depuis 2023 jusqu'à maintenant, Il y a 12 ans ou 10 ans plus. voilà,
on a créé une association nationale en 2016. Vous avez même créé une fédération. Exactement. Voilà. En 2016, La fédération on a a créé été- une association nationale. Ça a été bloqué. Et maintenant, on a créé, en 2023, on a créé une fédération. Et c'est la même chose, 2023, 2024, 2025. Mais la fédération existe. Elle existe. Très bien. Elle Ça existe. veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Très bien. Maintenant, Voilà. on a besoin de l'autorisation, c'est-à-dire l'agrément. L'agrément. Eh ben, je vous ai dit, il L'agrément. faudrait monter, il faudrait demander audience à Monsieur le ministre, à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc, Ça fait 2 ans. voilà, il ne faut pas attendre, C'est comme on une dit. question c'est Comme- une je vais question- vous le dire, je vais être vraiment explicite. Donc, ما تستناش الخبز يجيك. انت تروح تجيب. Non, حتى عينا من معليش pour la bonne cause. Ouais, bien ما sûr. نعيوش. C'est faire et refaire, c'est toujours bien أنا faire. pour ne pas faire comment Les correspondances. ايوا زعما جينا اون ديريكت باش نهضروا معاهم هنايا باش يفهموا. Oui, mais là, on veut parler, on veut parler de la technique du matarag, que ce matarag existe réellement, qu'on l'utilise dans des fêtes, Mais dans le des volume, occasions. il y a des Quelles sont CD, les il y a des techniques, justement, quelles cassettes, sont il y a les des- techniques, فهمتي؟ quelles sont les دروك techniques. كنتوا تشوفوا دروك فينا Pardon. Quelles sont les techniques justement de ce jeu traditionnel et qui est tiré du terroir algérien aussi, parce qu'on a toujours assisté et entendu parler justement d'un duel de Matalak. D'ailleurs, dans le temps, je vais vous raconter une petite anecdote. J'espère que Ouais, vous c'est allez, bien. que vous allez m'écouter. Vous allez, il y a des personnes qui vont vraiment rigoler sur ça. Hein. Donc, on dit que c'était les mariages du côté de Relizagne. D'ailleurs, avant de faire sortir la mariée, donc il y avait un duel entre le père de la mariée et le père du marié. Alors, قال لك ما نخرجوش العروسه بلا ما نسيلوا الدم. هكا هما قالوا. Moi je sais pas. C'est une anecdote. Oui. Et puis ils commençaient le duel devant la porte de la maison quand ils partent vers la maison de la mariée. Alors ils commencent à faire le truc de matalak tac 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 jusqu'au moment où l'un d'eux donc reçoit un coup où il est blessé et puis domicile et voilà. Donc la mariée dans tous les cas, elle va sortir, elle va partir vers Tout cela, vers son cocon à elle. Vas-y, vas-y. Donc c'est la raison pour laquelle que je suis en train de vous dire que ce matarag existe depuis belle lurette, depuis la nuit des temps. Ouais. Et donc, quand on parle de matarag, on parle de tradition, on parle de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est notre identité en fait. Donc, et en plus, quand vous êtes initiateur d'un événement, donc il y a toujours le matarag, on va dire, felwast. C'est ça, c'est ça, messieurs. Si vous le permettez, Oui. bon, tous les sports qui existent actuellement étaient des traditions auparavant. Que ce soit en Asie, en Amérique, en Angleterre, etc. Tous étaient des traditions. Mais actuellement, ils nous ont dépassés. On va donner l'exemple du Vietnam, du pays du Vietnam. Ils ont pris leur indépendance. Alors, est-ce que vous êtes en train de, voilà, il y a des images qui sont en train de passer. Haweda, Oui. devant vous. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ces entraînements-là? Voilà. Maintenant, on voit ce combat entre Oui. deux athlètes, Oui. là où il y a une intégration de l'arbitrage. Oui. L'arbitre, bien sûr, l'arbitre essaie d'arrêter et de remettre en cause pour qu'il n'y ait pas d'incident et d'accident. D'accord. Avec des protections, Oui. bien comme il faut. Et ces Oui. protections, on en a besoin pour que l'athlète n'aurait pas des incidents, comme vous l'avez dit, il faut avoir du sang sur la tête. Non. Alors, est-ce que vous, en tant que fédération, Non. vous êtes en train d'enseigner et de former des jeunes à cette discipline? Exactement. Il faut que ce soit un sport. D'accord. Dans le Oui, cadre mais du- est-ce que vous êtes en train Oui, de oui, le oui, faire bien actuellement? sûr. D'accord. Bien Il y a sûr. combien de personnes qui s'intéressent justement à ce sport? Bon, actuellement, dans le cadre de notre fédération, Oui. on peut donner un nombre de 850 athlètes. Ah, quand même. Ah oui, 850 athlètes qui sont adhérés dans la Et fédération. quelle est la variation de l'âge? Bon, à c'est des jeunes, parce que nous, on a besoin de jeunes. partir de quel âge? On a à partir de 12 ans, 12 ans, 14 ans, et plus, 12 ans et plus, parce que on va essayer de l'élite
de l'Algérie avec le combat, où l'élite va donner beaucoup plus de technique avec l'acrobatie, etc. Va donner beaucoup plus de technique à ce sport pour pouvoir honorer l'Algérie. Alors, je vous souhaite un bon courage et la prochaine fois, vous allez venir sur ce même plateau, vous allez me dire c'est bon, maintenant le jeu est devenu sport. Merci. Inch'Allah, très bien. Donc, C'est merci gentil. beaucoup à vous, merci messieurs. vous en prie. J'espère que ça vous a plu, votre passage, parce bien que sûr. sinon, nous, on rembourse, hein, en fait. Hein. À travers ça, on remercie Monsieur le ministre de l'Information et tous les ministres. En principe, on fait des you-you parce que notre équipe nationale était qualifiée au quart de finale. Très Et bien. dans une- Joli. On a été... Yahya oulad bladi, Yahya oulad bladi. Voilà, donc dans un petit moment, on va recevoir des internationaux qui vont partager avec moi le plateau pour finir en beauté, puisqu'on commence toujours le Bonjour d'Algérie d'Oran en beauté. Alors, je vous laisse avec cette chanson en l'honneur de notre équipe nationale qui a gagné avec brio hier 1-0. On se retrouve juste après. بحبة يا بابا ونجيبوها ولاد الخضرة في الطيرة والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور ولاد الخضرة في الطيرة والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور ولاد الخضرة في الطيرة والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور خضراوي لاوي لاوي ولا الجريان زنده هواوي خضراوي لاوي لاوي يا الميمة لولاوي والخضراوي لاوي لاوي ولا الجريان زنده هواوي أول خضراوي لاوي لاوي والميمة لولاوي الجريان دمي حار وما نوليش حاشية خضرا في الراس قرقاب وطنبور وعطو تريبي بالا جيري غناها الجمهور يخلو ولاد الخضرا قاع بالتبسيمة حبة حبة يا بابا نجيبوها والسلام فرج الله الخضراوي لاوي لاوي ولا الجريان زنده هواوي خضراوي لاوي لاوي ويا الميمة لولاوي والخضراوي لاوي لاوي ولا الجريان زنده هواوي أول خضراوي لاوي لاوي والميمة لولاوي ولاد الخضرا في التيرة والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور ولاد الخضرا في التيرة والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور Vive à l'Algérie, on est très contents. D'ailleurs, le match, il nous a fait passer voilà, des moments très difficiles. Hein. Franchement, hier, on a failli tous avoir des arrêts cardiaques, mon Dieu, parce que je suis avec des internationaux, et pas des moindres des internationaux pour parler, pour revenir sur le match d'hier, lors de la qualification en quart de finale de notre équipe nationale, de notre 11 national. Alors, ils ne se sont pas trompés, ceux qui les ont
on va dire, surnommés Mouharibin Sahara. Et c'est vrai, c'est Mouharibin Sahara, vraiment. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Alors, puisque je suis avec deux références. Alors, l'un, c'est la référence de l'arbitrage international et bien sûr, l'autre, c'est ex-joueur international de l'équipe nationale et entraîneur. Donc, je suis avec monsieur Mohamed Hansal qui est présent avec nous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, grand monsieur. Merci à vous de même. Merci encore de votre invitation. Et c'est un grand plaisir d'être là. Alors le plaisir est pour moi. Vous êtes un grand monsieur, vous avez fait la une de l'arbitrage international, vous avez arbitré des équipes nationales vraiment de haut niveau, on va dire. Donc on ne peut vous contourner pour parler de l'arbitrage de la Coupe d'Afrique. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné d'un ex-joueur. Alors je suis certaine que les Oranaises et les Oranais ils vont faire des you-you quand ils vont le voir. C'est Omar Belatoui qui nous a, d'ailleurs c'est une référence du football algérien. Non seulement il a été ex-international à l'équipe nationale, mais aussi c'était un joueur du MCO. Bonjour. Bonjour Omar, ça va, vous allez bien? À tous les téléspectateurs. Merci. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de notre équipe nationale et à l'occasion on souhaite une bonne année à tous les Algériens et les Algériennes. Merci et bonne année à vous deux. Longue vie à M. Hansal, Inch'Allah, et bonne santé pour vous. Inch'Allah. Alors, on va revenir sur le match qui nous a fait vraiment vibrer hier aux sonorités de One Two Three Viva l'Algérie. Alors, hier, on était sur le quai-vif, on va dire, puisque ça a été un match très décisif, voilà, pour notre équipe contre un adversaire qui n'était pas très facile à gérer aussi et très coriace. On a vu vraiment le football, le vrai football sur le terrain. Donc, et comment évaluez-vous la prestation de l'arbitre central, Monsieur Marouf et son quatuor? Pour la rencontre qui a été dirigée par les 5 arbitres de nationalité égyptienne. À vrai dire, la désignation qui a été faite par la commission d'arbitrage de la CAF, j'avais un peu de doute. J'avais un peu de doute parce que le président des arbitres au niveau de la CAF est de nationalité congolaise. Oula! Nous, on ne savait pas ça. Mon Dieu. Moi, je suis le sport au jour le jour. Ben oui. Et quand j'ai appris la désignation, étant donné qu'auparavant, il y avait beaucoup de coups de pouce de la part des arbitres qui ont perdu leur dignité, leur personnalité. Effectivement. Au niveau des vestiaires, par rapport à une équipe organisatrice au niveau de la CAN 2025. Vous avez tous vu les rencontres contre la Tanzanie qui ont été gagnées contre la Tanzanie et contre le Mali. Et ça, c'est deux les matchs, ils ont été vus à travers le monde entier. D'accord, la Coupe d'Afrique. Revenons sur les arbitres. Effectivement, d'hier, beaucoup plus, parce qu'on n'a pas assez de temps pour décortiquer. Oui, je parle de l'arbitrage, celui d'hier. Oui. Dans l'ensemble, les arbitres, ils étaient très corrects. Surtout, étant donné que 5 arbitres de la même nationalité, de contact avec les oreillettes, avec l'expérience de la même nationalité et du même pays, ils ont une habitude de l'arbitre central, M. Marouf, avec son expérience, il a bien dirigé la rencontre durant les 120 minutes. Il a donné des avertissements à juste titre aux 2 joueurs congolais et à nos 2 joueurs algériens pour jeu dangereux
et c'est Vous ne mérité. et Amoura, je crois. Il y avait deux joueurs, c'était algériens, qui ont eu cet avertissement. Non, dans l'arrière droit, Ben Ghali. Ah, d'accord. Ben Ghali qui a eu l'avertissement et un autre joueur. Ou les deux Congolais aussi. Il a maîtrisé la rencontre malgré cette pression. Et le match qui était plus important par rapport au premier tour. Parce Pour, que les deux équipes. Hein. C'était pour les deux équipes, absolument. 120 minutes, c'était long un bon match. Et c'était. Voilà. Revenons sur l'arbitrage, on ne peut rien dire ici dans l'ensemble. Le groupe arbitral, ils étaient très corrects. Très corrects. L'arbitre central de technique, vu d'expérience, il a eu un bon placement et un bon déplacement. Il a donné des avertissements à bon escient. Il a eu cette condition physique. Il n'a pas eu d'influence sur lui. Mais j'avais peur là, les arbitres. Oui. Il fait tout pour le premier tour. Ouais. Quand il y a un coup de pouce. Heureusement, alhamdoulilah. Et quand même, le but, on a marqué un but d'anthologie. Magistral. D'anthologie. Par le joueur Boulbina. Boulbina, oui, c'est un jeune d'ailleurs. Il faut tenir rendre hommage au staff technique, à leur tête Petrovic qui a su. Ça, c'est le domaine à M. Belatoui. Justement, je vais parler de justement j'allais lui poser la question. Alors, l'arbitrage. En tous les cas, j'espère pour les autres matchs à venir que l'arbitrage il compte pareil. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, pour Omar Belatoui, vous avez été un ex-joueur international au sein de l'équipe nationale, justement. Et aussi, vous avez été entraîneur. D'ailleurs, vous l'êtes toujours. Bien sûr, oui. Donc, alors, comment analysez-vous, justement, le match d'hier sur le côté technique et tactique? Tout d'abord, on est très content pour cette qualification qui a Oui. été méritée. On l'a bien Très mérité, on a d'ailleurs. su l'arracher. Et je vais commencer par la fin. C'est le coaching du sélectionneur, l'incorporation des deux joueurs, Zerouki et Boulbina. Une passe millimétrée de Zerouki qui a été beaucoup critiquée en parenthèse. Et le but magnifique de Boulbina, une belle finition. Magnifique. Donc, on est allé chercher cette victoire. On a attendu jusqu'à la 119e minute. Mais avant, on était bien présent. Il y avait une bonne présence de joueurs. Justement. Il y avait une bonne concentration. On a bien étudié l'adversaire qui était redoutable. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Oui. Mais nous, on était très intelligents dans la gestion du match. On a su comment terminer le match malgré qu'on a joué 120 minutes. La fraîcheur physique, elle y était malgré que quelques-uns, ils étaient un peu fatigués. C'est mais tout à fait normal. quand on voit les joueurs qui sont entrés à la place des joueurs qui sont sortis, donc on n'a pas vu la différence. On sent que cette équipe a gagné en maturité. Donc voilà. à force de gagner ces matchs-là, donc on va grandir. Moi j'ai dit que notre équipe nationale elle a atteint le niveau mondial. D'ailleurs, on l'a vu lors du dernier match de qualification, le 3e match. Oui, bien sûr. Donc, on a vu pratiquement des joueurs qui n'ont pas joué les 2 premiers matchs, mais on n'a pas senti la différence. Effectivement. Donc là, ça prouve une chose, qu'il y a un groupe qui travaille sereinement. Oui. Il y a des joueurs qui veulent amener cette équipe nationale vers l'avant. Justement, alors quels sont les joueurs qui se sont distingués lors de la rencontre d'hier? Moi, je ne veux pas parler individuellement, je vais dire le groupe. En général, pour moi, le joueur, c'est le groupe. C'est le 11 national. Quand on dit le groupe, il y a le staff technique, il y a tout. Même il y a des supporters qui sont en place. Il y a cette grinta qu'on voit sur le terrain. C'est des joueurs qui veulent prouver qu'ils sont là. Parce que à force d'avancer, ça va être plus difficile. Là, on a éliminé un calibre et on va se retrouver avec le Nigeria qui est une grande nation de football. C'est une grande nation de football et on a toujours trouvé des difficultés contre le Nigeria. Mais là, ça va être un match très serré parce qu'on va jouer le quart et après on sera à 2 matchs de la finale. Mais moi, je dirais que le match d'hier, c'était le tremplin pour la finale. Donc vous êtes optimiste je suis en très tant qu'entraîneur. Je suis optimiste, pourquoi? Parce que
le comportement du groupe nous laisse optimistes. Quand on voit cet amalgame, ces joueurs qui sont unis et tout, donc ça prouve qu'ils sont là, ils veulent tout donner. Donc j'espère que le match du quart, ils seront à la hauteur comme hier. Et concernant le match d'hier, donc on a été pas mal de fois supérieur à notre adversaire. Oui, effectivement. Et surtout, ce qui a fait la différence Mais dans ce match... on a raté plusieurs matchs. Hein. Ce qui a fait la différence dans ce match, c'est qu'on a gagné pratiquement tous les duels. Parce que dans un match, il y a des duels individuels. Et nos duels, on les a gagnés. C'est ça qui a fait la différence, qu'on a gagné le match. Parce que quand on arrive à la 119e minute et on marque le but victorieux, donc c'est qu'on était bon auparavant. Effectivement. Alhamdoulilah, on a su comment gérer tout le match. Il y avait une bonne présence des joueurs. Les joueurs comme Mendy, comme Ben Sab'ini, on sent la présence, la combativité, tout ce qu'il faut pour un footballeur. Donc même sur plan possession de balles, les gens, peut-être qu'ils vont se tromper, mais 57% pour l'Algérie et 43% pour les Congolais. Donc on était supérieur dans la possession. On était largement supérieur. Donc là, mais moi, une chose, pas d'euphorie. Il faut se concentrer. Effectivement, il faut rester calme. Pour le prochain match, rester zen, ne pas l'excès de zèle. L'excès de zèle, rester serein et préparer le prochain match avec beaucoup de calme. Effectivement. Notre équipe nationale a besoin de calme parce qu'il y a une pression en contrepartie. Bien sûr. Et la pression, elle est très difficile à gérer. Ils ont tout un peuple derrière eux, bien sûr. Tout un peuple derrière eux, hommes, femmes, enfants, jeunes. Il va y avoir plus de spectateurs Effectivement, qui vont y aller pour les encourager et les soutenir. Donc, exactement. Alors vous, en tant qu'international, d'ailleurs, vous avez été même, vous êtes entraîneur, en plus d'avoir été joueur de l'équipe nationale. Alors on a vu le match d'hier, on l'a tous vécu, on va dire. Donc on a eu pas mal d'occasions de marquer. À votre avis, pourquoi on n'a pas pu marquer lors des 90 minutes? C'est dû à la pression, la précipitation. Voilà. Pour bien faire, par moment. Ils voulaient tellement bien faire, tellement marquer, tellement... Mais, comme j'ai dit, arracher la victoire à la 119e minute, donc on a marqué un but qui nous a permis de se qualifier. Parce que si on avait marqué un peu plus tôt, on pouvait subir le match et les Congolais, ils étaient redoutables, comme je l'ai dit. Donc ces ratages-là, ça fait partie du jeu. Effectivement. Les erreurs, ça fait partie du jeu, mais on a commis moins d'erreurs dans ce match. Oui. Parce qu'on a su fermer les espaces, on n'a pas laissé l'adversaire évoluer comme il voulait, malgré les attaquants dangereux qu'ils avaient, surtout sur le côté droit. On a su comment les contrer. Donc, d'ailleurs, on a une bonne défense aussi. Une très bonne défense. Très bonne défense. Le gardien de but, le 3e clean sheet. Donc, il n'y a rien à ajouter. Donc, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour aller en finale. Alors, et comment vous prévoyez le match du samedi 10 contre le Nigeria? Un match très difficile, comme celui d'hier. Donc, il va y avoir une autre préparation, parce que chaque match est différent de l'autre. Le Nigeria, ce n'est pas le Congo, mais nous aussi, on a les atouts qui sont en main, on peut les utiliser pour contrer cette équipe du Nigeria qui sont redoutables. Ils ont une bonne attaque, ils ont des failles derrière, donc on doit profiter des faiblesses de l'adversaire et être solide derrière. Parce que hier, on était solide. On est tous derrière eux, en tout cas. On était très solide. On avait un bloc, vraiment, comme vous l'avez dit, Mouharibin Sahara. Mouharibin Sahara. D'ailleurs, on a vu comme si c'était des guerriers qui étaient en train de courir derrière une victoire. On a senti l'envie, voilà. Il y avait tout ça. C'est que vraiment, on les a sentis hier, qu'ils étaient en train de jouer pour le pays. Ils ont beaucoup donné hier, ils ont tout fait. Donc, ils savaient qu'il y a beaucoup de gens derrière eux. Ils savent que c'est très important pour notre pays. Donc, le match de samedi, ça va être compliqué. Mais il va y avoir des visionnages du match de la Nigeria. Certainement, pour pouvoir un petit peu et là, établir une bonne technique. On va essayer de
trouver Les failles. comment les contrer et comment, Voilà, les failles de l'équipe. comment procéder Les pour failles, ce absolument. problème. Les Moi, je failles. pense que pour moi, il y aura des changements pour le prochain match. Il y aura Moi aussi, d'autres je joueurs pense qu'il y aura parce des que changements, l'incorporation alors. hier de Parce qu'il faut de pas quelques oublier joueurs aussi. qui ont apporté beaucoup. Exactement. Et il y a Donc, eu aussi des cartons jaunes. Les aussi. cartons Donc, jaunes, il y a il faut faire Boulger attention. qui a eu Boulger, le je carton crois que jaune. même et- Mahrez a eu un carton, je crois. Non. Ah, je sais pas. Non. Et en fin Non, de non. match, Mahrez, Que deux. oui. D'ailleurs, juste une toute dernière question parce qu'on doit rendre l'antenne, on doit dire au revoir à nos chers amis téléspectateurs. Donc, est-ce que vous êtes optimiste, Monsieur Hansal, pour l'équipe nationale? Oui ou non? Il n'y a pas de doute. Sincèrement, étant donné qu'on est arrivé au 8e de finale et on va jouer les quarts de finale, et nous avons une équipe Redoutable. redoutable, et en plus de ça, Inch'Allah, parce qu'ils Inch'Allah. vont jouer dans un autre stade, à Effectivement. Marrakech. Ouais. À Marrakech, à 17h, le samedi, Inch'Allah. Inch'Allah. On se regarde, nous, les Algériens et les Algériennes, Inch'Allah. Tous derrière eux, d'ailleurs. Derrière la télévision, on est tous derrière eux. Pour le prochain match, L'Algérie, c'est notre patrie. Oui. Et c'est notre vie. Après Inch'Allah. nos parents, Inch'Allah. Inch'Allah. On ya nous Rabbi. farhou gars qui marrent. Inch'Allah, on va faire des youyou. Inch'Allah, pour Inch'Allah. le prochain match, l'optimisme Oui. et la prudence. Très bien, Faut faire très l'optimisme attention. l'optimisme et la prudence. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Merci. je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se donne rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres plateaux, d'autres sujets. Et je vous dis bon vent et bonne chance pour notre équipe nationale. Et je clôt toute notre Bonjour d'Algérie avec One, Two, Three, Viva l'Algérie. You, 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 you. ولاد الخضرة في الطيران والبالون يدور الجريان دمي حار وما نوليش اللور